Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du comité permanent du Conseil sur les stratégies et politiques publiques. Comme vous le savez, cette deuxième réunion du mois qui se tient place le troisième lundi du mois est essentiellement une réunion où il n'y a aucune décision du conseil municipal qui est prise, où on reçoit les présentations de diverses agences ou des membres de l'administration, soit pour de l'information ou présenter des projets ou des choses de cette nature qui souvent ou périodiquement demandent une revue des dossiers qui doit ensuite être faite par notre personnel. Mais ça donne déjà une belle porte d'entrée aux organisations pour venir présenter directement au conseil municipal et aussi donne l'opportunité aux membres du conseil de poser les questions qui pourraient aider à clarifier certains dossiers et faire avancer les dossiers en question. Alors, bienvenue à tout le monde. Je voudrais, en début de cette réunion, prendre l'opportunité de souligner que cette semaine, excusez-moi, cette semaine du 19 au 27 septembre, c'est la semaine des entraîneurs. Alors, pour tous ceux et celles qui, à un moment donné ou un autre, ont été des entraîneurs ou des coachs, puis j'utilise le terme coach dans le sens large des choses, parce que les coachs, c'est pas seulement dans les sports, mais c'est aussi des fois des coachs de la vie. Alors, on sait comment impliquer que nos bénévoles sont chez nous ici à Dieppe et on veut prendre l'opportunité de souhaiter une bonne semaine de reconnaître et tout simplement leur dire un grand merci pour le travail qu'ils font avec tous les niveaux, comme j'ai dit, soit dans les sports ou dans les autres disciplines ou juste les coachs de la vie. Alors, sans plus tarder, on va débuter les présentations. Monsieur Luc Godette, le directeur général du Centre des arts et de la culture. Alors, bonsoir, Monsieur Godette. Bonsoir, Monsieur Dair. Bonsoir. Bonsoir, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, gens du public, bonsoir à tous. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous remercie d'ailleurs de l'invitation, c'est très apprécié. Je suis ici, en fait, pour dresser un peu le bilan des 2-3 dernières années du centre, là, un bref bilan qui s'avère très positif. Et puis, jeter un regard sur les projets et puis sur l'avenir, disons, à court terme et moyen terme. Oui. Ah, vous m'entendez bien, là? Oui. On vous entendait très bien du départ. Parfait. Alors, comme je disais, je profite de l'opportunité pour dresser un bref bilan, puis surtout parler des projets d'avenir du centre. Au cours de la dernière année, en 2014-2015, on a procédé à un exercice de planification stratégique. On avait mis, il faut dire, sur pied un comité stratégique. On a mis en fait 3 comités sur pied au cours de l'année 2014-2015, un comité de programmation, un comité stratégique et puis un comité de financement. Et puis ça a mené justement à faire en sorte que le centre se dote d'un nouveau plan stratégique. Donc, en survol, le plan stratégique, je vais aller des énoncés qui ont été identifiés. Comme objectif global, le centre vise à établir, à l'aide de partenariats, un milieu dynamique où tous peuvent vivre, créer et découvrir les arts et la culture. Comme axe stratégique qui découle de cette vision, donc découlant des opportunités, voici les 3 tactiques qui ont été ciblées et qui permettront de créer du contenu et d'activement intégrer la population de Dieppe au Centre des arts et de la culture de Dieppe. On veut vraiment faire en sorte que la communauté de Dieppe s'approprie littéralement le Centre des arts et de la culture. C'est leur centre, en fait. Donc, les axes stratégiques, création en partenariat d'événements arts et culture, bien entendu, la diffusion d'une programmation artistique et culturelle variée et le développement d'ateliers, que ce soit en poterie, sculpture, peinture, toujours dans une perspective de partenariat avec les artistes et artisans.
Comme premier axe, donc, favoriser la création d'événements artistiques et culturels. Cet axe vise à développer des initiatives qui permettent d'enrichir la vie culturelle et artistique par l'entremise de partenariats. Le deuxième axe qui vise à diffuser une programmation artistique et culturelle variée. Cet axe donc vise à offrir une programmation artistique culturelle qui vient enrichir celle actuellement offerte dans la région, toujours dans un esprit de complémentarité, mais bien entendu en développant un caractère exclusif et distinctif. Et je crois qu'on réussit par nos projets de programmation à refléter cet axe-là assez bien dans la programmation que je vais vous présenter tantôt. Comme troisième axe, offrir de la formation dans le domaine des arts. Donc cet axe vise à développer de nouvelles activités de formation dans différentes disciplines artistiques, que ce soit sous forme de camps, d'ateliers ponctuels et récurrents, souvent dans une formule de partage, donc partage de ressources, partage de risques financiers, etc. Ça m'amène à vous présenter un survol, disons, du bilan de la dernière année financière complétée qui se déroulait en fait du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Comme point que j'aimerais aborder, c'est faire le bilan de la situation financière et administrative, vous parler un peu de gouvernance et de programmation. Au niveau de la situation financière et administrative, comme portrait, on a réussi à stabiliser la situation financière. Donc, au 31 mars dernier, le Centre affichait un surplus, un bénéfice net, donc pour la deuxième année consécutive. Donc, le bénéfice se chiffre à près de 35 000 $ pour le dernier exercice complété, comparativement à un bénéfice net d'à peu près 10 000 $ en 2013-2014. Donc, ça nous a permis d'essuyer complètement le déficit cumulé et puis de se bâtir aussi un fonds de roulement qui est évalué à peu près une vingtaine de mille piastres au 31 mars dernier, là, ayant au bilan un actif net de 21 476 $. Pour les fans de finances, au niveau du ratio de fonds de roulement, parce qu'on avait quand même des défis là, à payer les dettes ou les obligations à court terme. Donc, le ratio de fonds de roulement est passé de 2013-2014 à 0,71 en 2014 à 1,52. Donc, on a 2 fois plus de capacité à rembourser les comptes payables. Donc, parallèlement à ça, on a développé toutes sortes de mécanismes de gestion et de contrôle. On a réussi aussi à stabiliser l'équipe, entre autres choses par l'embauche récente en juin dernier d'une agente de développement à agriculture, en la personne d'Emmanuel Chapadeau. Donc, qui présente plutôt un profil fort intéressant pour le centre avec un bagage d'expérience et de connaissances là, qui se marie très bien avec la vision qu'on cherche à mener. Donc, ça m'amène à penser que le centre est actuellement dans une très belle phase, une phase positive de son développement. Au niveau de la gouvernance, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, à la dernière AGA a été élue une nouvelle présidente qui s'appelle Jeanne Farah. Jeanne est à la direction des anciens et amis de l'Université de Moncton comme emploi, disons, à temps plein, mais elle a aussi un parcours et un bagage fort intéressant dans le secteur des arts et de la culture, alors qu'elle a fait partie du groupe Les Productions Clés, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui assurait, entre autres choses, la coordination de la francofête en Acadie pendant plusieurs années. Donc, ça représente pour le centre vraiment un profil et un bagage d'expérience connexe et très pertinent, en fait, pour nous. Donc, on est très heureux de l'avoir accueilli officiellement à la dernière AGA comme présidente. Excusez-moi, je vais juste fermer mon petit canard qui ne cesse de coin-couiner. Voilà. Pardon. Pour ce qui est de la gouvernance, on a toujours au sein du conseil d'administration 2 postes à combler. Donc, il y a eu un peu de changement à la dernière AGA. Entre autres, il y a le poste de représentant ou représentante du maire qu'on va chercher à combler au cours des prochaines semaines. Et puis, il y a un autre poste aussi qu'on va chercher à élire au sein du CA pour un total de 10 membres en tout. Au niveau des comités aussi, on a quelques changements. Donc, on va chercher aussi à recruter, entre autres, un représentant ou une représentante au sein du comité de financement. En ce sens-là, je prévois peut-être approcher Expansion d'IEP. Ce serait peut-être intéressant d'avoir
un membre de l'organisme au sein de notre organisation. Je crois que ça nous permettrait, il y a déjà une relation très bien établie, un corridor de communication très bien nourri. Si on l'officialisait justement par cette nomination-là, je crois que ça représenterait pour le centre une belle façon et un beau canal de communication directe avec la communauté d'affaires de Dieppe. Par exemple, ça pourrait donner lieu à une nomination s'il y a un intérêt, bien entendu, au sein de l'organisation d'expansion Dieppe, quelqu'un qui serait prêt à joindre notre équipe. Pour ce qui est de la programmation, les principaux volets, comme vous le savez, on a une galerie d'art au centre, donc on a cherché à régulariser un peu le processus et les mécanismes de gestion au niveau de la galerie. Ça a donné lieu, entre autres, au dernier appel d'offres. On a reçu 55 propositions de projets. En fait, ça nous a permis d'établir la programmation 2015-2017. Donc, ça démontre déjà rapidement une certaine notoriété acquise du centre, cet engouement-là clairement manifesté par la communauté d'artistes en art visuel. Ça s'est fait quand même rapidement. On est à notre 6e année d'exercice et d'opération seulement. Là. Comme autre volet, il y a bien entendu l'accueil de spectacles. Donc, on parle du volet diffusion, l'achat proprement dit de spectacles. Il y a eu une belle évolution aussi en 2014-2015, alors qu'on avait prévu 3 spectacles seulement en 2013-2014. C'est passé à 7 en 2014-2015. Et puis, une donnée dont je suis particulièrement fier, c'est le taux d'assistance. Non seulement on a augmenté la fréquence des spectacles, mais on a augmenté beaucoup l'assistance moyenne, qui est passée en 1 an et demi là, environ de 33 % à 75 % d'assistance moyenne à l'ensemble des activités proposées à la programmation. Je suis très, très fier de ce résultat. Pour ce qui est des ateliers et cours, on a réussi aussi à diversifier l'offre, toujours par l'entremise de partenariats, de collaboration avec des artistes et des artisans. Donc, on offre couramment des ateliers et cours en peinture à différentes clientèles, adaptés à différents niveaux, des cours de dessin également, céramique et poterie. Au niveau du studio de poterie, il est utilisé actuellement à 80 % de sa capacité, alors qu'on a 4 artistes résidents, si je puis dire, utilisateurs fréquents de ce studio, et dont certains offrent aussi des cours et des ateliers. Comme activité parallèle, en 2014-2015, c'était un ajout à notre programmation de 23 spectacles en tout là, qui ont eu lieu au centre. On parle de 52 événements autres majeurs, que ce soit des cérémonies, des réceptions, etc. En fait, en termes d'utilisateurs ou clients, c'est 74 nouveaux utilisateurs ou clients qui se sont inscrits en 2014-2015, comparativement à 53 l'année dernière, en 2013-2014. Donc, je trouve qu'on est arrivé à un équilibre vraiment intéressant entre l'offre d'activités culturelles, mais aussi l'offre d'activités diversifiées dans tous les secteurs. En ce sens-là, l'équilibre, je le trouve vraiment intéressant. Pour ce qui est de la saison 2015-2016, c'est 10 spectacles qui sont prévus dans le cadre du volet diffusion. Je suis fier de vous annoncer officiellement que Mario Jean est à guichet fermé mercredi. On a vendu les derniers billets la semaine dernière. Donc, nos 2 premiers événements de la saison, qui étaient l'expérience culinaire et le spectacle de Marion Jean, sont à guichet fermé. Donc, ça augure bien pour la nouvelle saison qui s'amorce. On propose aussi une nouvelle série de spectacles qu'on a intitulé « Les rendez-vous improbables ». Toujours dans cette même vision de créer des rencontres, mais un peu inusitées, inattendues. On a demandé et invité le groupe Les Improbables de Moncton, qui est une formation de jazz. Et on les a mariés, si on veut, avec d'autres artistes qui œuvrent dans d'autres univers musicaux. Ça donne lieu à des rencontres vraiment intéressantes et je crois que le public sera en mesure d'apprécier également au même titre que nous. Donc toujours dans cette vision-là, d'essayer de développer le caractère exclusif ou distinctif de notre programmation. Donc en visant non seulement des rencontres entre les artistes et les publics, mais en visant aussi des rencontres entre artistes eux-mêmes. Alors pour le public, ça devient des rencontres doublement et triplement intéressantes. Pour ce qui sont des projets à court terme, comme vous le savez, on a un projet qui nous tient
beaucoup à cœur, qui s'appelle l'Art pour tous, tous pour l'art, qui s'adresse aux enfants, aux élèves de l'ensemble de la communauté école Dieppe-Pembroke. Donc, c'est un projet qui a été priorisé par le Conseil et c'est un projet qui est déjà priorisé par la nouvelle agente de développement. Donc, il y a des activités qui s'en viennent bientôt dans la livraison de ce programme-là. Ça fait quelques années aussi que je vous parle d'un projet que j'ai en tête depuis même avant ma venue au centre. Je crois qu'il y a un manque à gagner, un vide à combler à ce niveau-là, au niveau du théâtre à Dieppe. On ne veut pas répéter ce qui se fait ailleurs, mais je crois qu'il y aurait de la place pour une troupe de théâtre communautaire ici à Dieppe. Ça nous permettrait aussi d'être plus actifs au niveau de la diffusion en saison d'été, par exemple, alors qu'on pourrait très bien monter avec une troupe de théâtre communautaire, du théâtre d'été ou du stand-up, etc. Quelque chose de plus léger là, que le théâtre, en comparaison au théâtre de création, par exemple. Le centre fait quand même face à quelques défis là, à court terme. Je ne sais pas si vous avez vu circuler les dernières communications. On a un espace, en fait, notre espace commercial va être libre à compter du 1er octobre. Donc, nous sommes à la recherche d'un ou deux partenaires qui œuvrent déjà dans le secteur des arts ou de la culture, ou peut-être dans la restauration ou un domaine connexe. Au niveau de la restauration spécifiquement, je crois qu'il y aurait une belle opportunité à saisir, étant donné l'achalandage du centre. Étant donné aussi certaines activités qui prennent l'affiche au centre sous forme de réception, etc., on a régulièrement recours à des services de traiteurs. Donc, s'il y avait une entreprise dans la restauration qui serait en mesure d'arriver avec un menu relativement de qualité, un bon rendement qualité-prix, mais qui serait en mesure aussi d'offrir le service de traiteur, on pourrait probablement déjà, avec la clientèle du centre, garantir un minimum de business là, qui varierait selon moi là, peut-être autour des 25, 30, même jusqu'à 50 000 de, pas nécessairement de bénéfices nets, mais de vente de services là, assurés déjà par les activités qu'on a à l'affiche au centre, en plus de tout ce qu'on ne gère pas nécessairement directement par l'entremise de notre ressource humaine. Donc, je crois qu'il y a une belle opportunité d'affaires à saisir, que ce soit dans ce secteur-là de la restauration ou bien pour une entreprise qui œuvre dans le secteur des arts et de la culture. Au niveau des studios spécialisés, on a réussi à augmenter un peu le taux d'utilisation de certains de nos studios, particulièrement celui de céramique et poterie. Ça nous amène à un défi, parce qu'actuellement, dans l'état actuel des choses, le centre est constitué de sorte qu'il y a l'atelier de céramique et de poterie qui est combiné à l'atelier de peinture. Et au niveau de la céramique et de la poterie, les artistes m'indiquent que c'est les œuvres, en fait, qui dictent leur horaire de travail. Donc, ils doivent bénéficier d'une grande flexibilité en termes d'accès à cette pièce-là, au studio, ce qui met un frein un peu au développement de l'atelier jumelé, donc, de peinture. Donc, je crois qu'on va devoir éventuellement faire des investissements et créer vraiment une division pour créer deux ateliers distinctifs, de sorte que les deux disciplines puissent en fait œuvrer distinctement. Il n'y a pas nécessairement d'investissement majeur. La structure, moi je ne suis pas architecte, là, mais la façon dont la structure se présente, je crois que c'est assez facile d'ajouter une division et d'assurer un accès depuis la cuisine là, pour permettre de scinder, si on veut, ce double atelier en deux ateliers distincts. Pour le moment, on est presque à pleine capacité en termes du taux d'utilisation à l'atelier de céramique. Puis si je veux programmer des activités dans l'atelier de peinture, ben là, ça entre en conflit avec les activités déjà prévues au niveau de la céramique et de la poterie. Un petit défi. J'ai déjà approché l'APK qui s'est montré très intéressé à investir dans ce projet si jamais on doit aller de l'avant. Il y a un programme qui répond bien, dont les objectifs et les critères correspondent bien avec ce projet-là. En termes d'opportunités, il y a une opportunité qui me semble se dessiner et qui risque de se dessiner assez rapidement. Pour faire un parallèle, je ne sais pas si vous connaissez le réseau Rosec, qui est présent surtout en Gaspésie, en région, au Québec. Un peu à l'image du Rosec, au sein du réseau Radar, ici en Atlantique, qui regroupe à peu près une cinquantaine de diffuseurs actuellement, il est en train de se dessiner un sous-réseau de petites salles. On entend par petites salles des salles de spectacle qui offrent une jauge de moins de 150 places, sous forme cabaret.
On parle de cabaret vêtu, là, par opposition au grand ballet de Dieppe de l'autre côté. Il y aurait, je crois, une opportunité... Il y aurait, je crois, une très belle opportunité à saisir dans le sens où Dieppe pourrait devenir une escale pour des projets disons, à nature de spectacle intimiste, sous forme intimiste, cabaret. Donc, souvent, les artistes de renom, plutôt que de tourner avec toute leur formation, tous leurs musiciens, en été particulièrement, souvent plusieurs d'entre elles acceptent de tourner en formule, disons, réduite, seul ou accompagné d'un musicien. Donc, en ayant cette formule-là disponible à Dieppe, on aurait l'opportunité d'accueillir des artistes de renom et aussi soutenir des artistes émergents. Parce qu'une formule cabaret, on s'entend, il y a des tables, des chaises, une formule, la jauge est réduite, mais on a aussi un service de bar qui accompagne l'événement, si je peux dire, et qui peut devenir une source de revenus quand même assez intéressante et qui nous permettent justement de stabiliser les structures financières de ces projets d'accueil. Il y a encore une fois des investissements à faire à l'Atrium en termes d'insonorisation. On a un projet qui a été déposé, entre autres choses, dans le cadre du budget participatif. Donc, parmi les projets qu'on avait déposés, on a retenu justement ce projet-là d'insonorisation de l'Atrium. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'activités aussi qui ont lieu au centre. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des allocutions qui doivent être adressées depuis l'Atrium. Et en insonorisant la pièce, en la dotant de certains équipements, pas beaucoup d'investissement au niveau des équipements de son, parce qu'on est quand même assez bien grillé, comme dirait l'autre, à ce niveau-là, mais un peu d'éclairage, en ayant nos propres tables et chaises, plutôt que des louer, parce qu'on loue régulièrement des tables et des chaises de type cocktail, cabaret, etc. Donc, en insonorisant la pièce, en se munissant de certains équipements, on pourrait arriver à offrir une formule de spectacle intimiste, tout en répondant aussi beaucoup plus adéquatement aux besoins de toute une série d'activités qui ont lieu en parallèle aussi depuis cette pièce. Une autre opportunité aussi que je crois qui sera intéressante à saisir, mon concept à ce niveau-là serait de créer un événement ici à Dieppe qui serait un peu la fusion entre un symposium en art visuel et puis un salon des métiers d'art. Le centre est muni de studios spécialisés. Il y a toute une clientèle d'artistes, d'artisans qui gravitent autour du centre. Je crois qu'encore une fois, on aurait une très belle opportunité à saisir en mettant de l'avant et en développant un projet qui irait en ce sens-là. Il faudrait voir au niveau du synchronisme, à quelle période de l'année ce serait pertinent de développer ce genre de projet-là. Je vois très bien que ce soit très tôt en été ou un peu plus tard en été, de sorte à étirer, si on veut, le plus possible la saison touristique, là, entre autres choses. Il y a déjà de l'intérêt clairement manifesté auprès de la communauté des artistes en art visuel et des artisans qui gravitent autour du centre. Éventuellement, ce sera peut-être une opportunité à saisir. On a beaucoup de potentiel de développement. Pour ce qui est du plan stratégique, je l'ai seulement présenté, disons, en survol, mais le bureau de direction, qui avait été un peu mis sur glace là, au cours de la dernière année, a reçu à la dernière réunion du Conseil le mandat d'être un peu le chien de garde, là, si on veut, de notre plan stratégique. Là. On va réunir le bureau de direction très prochainement pour établir ce qui deviendront en fait les priorités 2015-2016 et 2016-2017. Donc, avec toute cette structure-là mise en place, je crois que tous les éléments sont là, tous les ingrédients d'une bonne recette sont réunis pour qu'on puisse continuer d'exploiter le plein potentiel du centre. Donc, il faudra travailler au cours de la prochaine année à développer justement une synergie pour que tous ces éléments-là qui ont été ajoutés à la structure organisationnelle du centre puissent justement apporter fruit puis collaborer, travailler main dans la main. Merci, M. Godette. Question de la part des membres du Conseil. M. le conseiller Brideau, un artiste émergent. Merci, M. le maire. Merci, M. Godette, de votre présentation. C'est excellent. Juste par curiosité, j'aimerais savoir, c'est que lorsque tu as parlé de ta programmation, est-ce que vous prévoyez cette année d'avoir des spectacles de Noël, c'est-à-dire des spectacles là, qui se présentent juste avant Noël? Parce que je
pose la question parce que l'an dernier, j'ai participé justement à des spectacles, un groupe en particulier qui était venu, puis ça s'est bien présenté juste la veille de Noël. C'était bien, puis la salle était comble. Oui. Effectivement, dans ce cas-ci, on a été un peu victime de notre succès, dans le sens où on avait dû prévoir pour l'occasion une représentation supplémentaire. C'était la première fois depuis l'ouverture du centre, d'ailleurs, qu'on offrait une représentation supplémentaire. En fait, le promoteur de ce spectacle a choisi une autre salle. Donc, ce spectacle-là en particulier va avoir lieu au Théâtre Capitole cette année, les gars du Nord, justement parce que on n'a pas été en mesure de répondre à l'ensemble de la demande, là, dans le sens où on a fait 2 représentations à guichet fermé. Pour le promoteur, ça représentait des frais plus élevés qu'une représentation au Théâtre Capitole, alors que la jauge est 4 fois celle de la salle de la caserne. Seulement, de notre côté, on a quand même prévu plusieurs activités. Entre autres, il y a des activités qui sont offertes par l'entremise de partenariats, que ce soit l'Académie de ballet classique, qui offre des spectacles à l'occasion des fêtes. Et nous, de notre côté, pour ce qui est de l'accueil du spectacle de Sandra Lécouteur, qui nous présentera principalement son nouvel album, qui s'appelle Le Phare, justement pour donner à ce spectacle une petite twist de Noël. On a invité aussi à faire partie de la distribution le conteur Dominique Brault. Donc, parce que Sandra est non seulement une excellente interprète, mais elle est aussi une bonne conteuse et raconteuse. Alors, on a trouvé intéressant ce lien-là, et ça va nous permettre justement d'offrir une dimension des fêtes là, lors de cette représentation de son spectacle Le Phare. Ça a lieu le 5 décembre, entre autres. Là. Donc, c'est ce qu'on a prévu comme activité ou spectacle de Noël, du côté du Centre des Arts. Autre question des membres du Conseil? S'il n'y a pas de questions, il y aura certainement un commentaire de ma part. M. Godette, Luc, merci pour l'excellent travail que tu fais avec ton équipe pour faire grandir le Centre des arts et de la culture. Il y a certainement une belle visibilité, une visibilité croissante. Je sais pour ayant participé à un nombre de représentations que oui, il y a eu des augmentations en termes de participation de nos citoyens. Puis je pense que plusieurs gens, lorsqu'ils découvrent notre salle des arts et de la culture, pour notre salle de spectacle en particulier, ils sont favorablement étonnés de la qualité des spectacles et la qualité de la salle. Alors, c'est bien de voir la direction dans laquelle vous vous dirigez, puis ce sera tout au profit de la communauté. Merci. Je vous remercie, M. le maire. Ça fait très chaud au cœur à entendre parce qu'on travaille très fort puis on n'a pas l'intention d'abandonner de sitôt. Merci bien. Bravo. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai donné un 10 minutes d'extra. C'est pas dans mes habitudes, plusieurs pourront te le dire. Prochain item, présentation du rapport final sur l'étude de transport adapté. Monsieur Richard. Bonsoir, M. le maire, membre du Conseil. Ce soir... Vous savez que vous avez perdu 10 minutes dans votre présentation. D'un Luc à l'autre. C'est ça. C'est juste pour vous mettre en contexte. Donc, la Ville de Dieppe avait demandé de faire une étude sur le transport adapté, donc sur notre service. Et oui. Ce soir, on a Mario qui est ici, professeur à l'Université Mount-Allison. Donc, on partenariat avec l'Université Mount-Allison. M. Lévesque est ici pour vous faire la présentation de son rapport final. Merci bien. Alors, M. Lévesque, bonsoir. Bonsoir, M. le maire et les conseillères et conseilleuses aussi. Merci beaucoup et merci Luc aussi. Ça me fait très plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter les résultats de l'étude. Ça fait une excuse que je travaille sur ça, mais c'est un bon projet, c'est un projet important et laissez-moi vous présenter les résultats aussi. L'ordre du jour, quelque chose que je vais vous parler aujourd'hui, c'est les objectifs du projet, le contexte d'incapacité, le transport adapté dans la ville de Dieppe aussi, et aussi des comparaisons avec d'autres communautés au Nouveau-Brunswick, dans la région atlantique, mais aussi au Canada. Et après, c'est ce que moi j'appelle quoi faire, nos options pour s'en aller dans les années au futur. On va commencer avec
les objectifs du projet. Et ça, j'en avais deux. Un, c'est d'évaluer la satisfaction des usagers, numéro un. On avait fait un questionnaire en 2011 et qu'est-ce que le monde pense aujourd'hui en 2015 du service. Deux, c'est les comparaisons opérationnelles avec d'autres communautés dans la région atlantique, mais aussi dans toutes d'autres communautés au Canada. Le contexte d'incapacité, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, on a à peu près, je ne sais pas si vous pouvez voir ça très bon, mais on a à peu près 100 000 personnes avec une incapacité au Nouveau-Brunswick. Si on pense à ça, on a à peu près 750 000 personnes, 100 000 personnes, c'est 1 sur 7. Ça, c'est beaucoup. Tout au Canada, on a 3,9 millions de personnes avec une incapacité. Ça en est beaucoup des personnes. Mais quand on parle de ça aussi, il faut qu'on pense quelle sorte d'incapacité que c'est. Et quand on regarde ça dans le temps, on peut voir que le monde, c'est des incapacités de mobilité, de flexibilité, mais cette slide ici, ce que je montre, c'est qu'une personne peut avoir plus qu'une incapacité. Ils peuvent avoir de la douleur, mais en même temps qu'ils ont une incapacité de mobilité aussi. Mais regardez, ici que c'est les incapacités de mobilité et la flexibilité, à peu près 60 000 personnes chaque qui ont ça. Ça, c'est important pour nous autres, pour le transport adapté. Quand on pense à ça aussi, on voit ça et qu'on se demande ce que c'est le contexte d'incapacité à la ville de Dieppe. En 2011, les personnes de 15 à 64 ans, il y avait à peu près 22 432 personnes avec une incapacité, à peu près un petit peu plus que 1100 hommes puis à peu près 1300 femmes. Et celles qui ont 65 ans ou plus, on avait à peu près 200 personnes. Tout ensemble, sur le côté droit, vous voyez qu'on a 3 644 personnes dans la ville de Dieppe en 2011 avec une incapacité, 1600 hommes et à peu près 2000 femmes. Et ça, c'est à peu près 16 de la population. Aussi, ce que c'est important à voir, c'est que l'enquête canadienne de l'incapacité en 2012, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé que les personnes avec des incapacités n'ont aucune difficulté à s'en servir du transport adapté ou le transport en commun, 74 Ça, c'est très important. Même quand l'incapacité est légère, 80 de ces gens-là, ils peuvent s'en servir du transport en commun ou bon, le transport adapté. Et si l'incapacité est très sévère, la moitié des autres peut toujours s'en servir du service du transport adapté ou le transport en commun. Ça, c'est très important à voir. Ils peuvent sortir, il faut que nous autres, on lui donne les outils pour le faire. Le service pour le transport adapté dans la ville de Dieppe, si que je vois ça ici, je vais juste je pense que probablement vous s'en servez toujours, mais je vais juste vous dire un petit peu si que ça monte. On peut voir sur le site Internet, à la page ici à Dieppe, on voit que une personne, on peut voir l'écriture d'admissibilité pour le service. Il faut que quelqu'un est résident de la ville de Dieppe. Il faut qu'il nous fournisse avec la preuve qu'il a une incapacité et aussi la justification qu'il ne peut pas s'en servir du transport en commun. Et après ça, il faut qu'il remplisse une formule puis envoie ça à la ville. Aussi, ceux qui sont chargés, c'est quand ils veulent faire un appointement pour le transport, ils appellent un numéro, ils font un appointement, le transport vient, il les ramasse, il sort le conducteur sort de le véhicule, il vient les chercher à la porte, il les aide à l'embarquer dans le véhicule, il les emporte à leur appointement, il sort encore, il les aide à débarquer et les rentre jusqu'à leurs appointements. Ça, je veux être clair avec ça parce que c'est le service qu'on a à la ville de Dieppe et c'est un très bon service aussi. En même temps, c'est que ça coûte 3 piastres qui s'en va dans la ville de Dieppe, 6 piastres qui s'en va à Moncton ou Riverview, puis la ville de Dieppe donne une subvention aux compagnie qui est sous contrat à 15 à 19 $, puis ça dépend à la place où ils vont. C'est un très, très bon service qu'on a à la ville de Dieppe ici. Je vais m'en servir, c'est on va prendre ça ici, puis je m'en vais former. Ça, parfait.
Ce que je vous montre là maintenant, c'est que le service, il y en a beaucoup qui s'en servent du service. En 2009, on va à peu près à 5000 personnes qui s'en servaient, qui faisaient des voyages, c'est one-way trips, des voyages d'un côté, c'est ce qu'on appelle, en 2009. En 2013, ça s'est monté à peu près à 9500 personnes. Et en 2014, ça a baissé un peu, mais ça, c'est plus une baisse parce qu'on a changé des personnes qui... le contrat a changé des fournisseurs. Fait qu'il y avait une couple de complications avec ça. En terminant le dernier contrat, le commencement du nouveau contrat, fait qu'on avait moins de personnes qui savaient s'en servir du service. En 2015, on est déjà rendu à la fin du mois de juillet. Parce que je n'ai pas les chiffres du mois d'août maintenant. J'attends encore les chiffres pour la dernière semaine du mois d'août. Je ne les ai pas. J'ai parlé à Nicole vendredi, puis elle les attendait du fonctionnaire. Mais à la fin du mois de juillet, on a déjà, il y a déjà plus que 5000 personnes qui sont servies du service. On a encore 5 mois à faire dans cette année. Ça, c'est beaucoup. Ça va probablement nous rendre cette année à l'entour de 12 000 personnes de trip. C'est ce qu'on appelle. Fait que le service grossit très vite. Jusqu'à ce moment, à la fin du mois de juillet, on a déjà dépensé à peu près 118 000 $. Si que ça continue jusqu'à 12 000 personnes, avec les projections que moi j'ai faites, ça va nous coûter à peu près 202 000 $. Ce qu'on compare ça à 2009, ça grossit très vite dans notre budget. Puis la question est, quoi faire? Et comment que notre service est en comparaison de d'autres communautés? C'est un service qu'on sait maintenant, c'est un service essentiel. On a besoin. Il faut que le monde puisse s'en servir pour aller faire leur commission, leur appointement médical, ou aller à l'ouvrage. Il faut qu'ils soient indépendants. Et on sait qu'ils peuvent s'en servir du service aussi. On sait ça, les sondages nous disent ça. Ce qu'on regarde au futur, c'est que ça va être les numéros de personnes qui vont s'en servir des services, comme un trip qu'on va faire. Ça dépend sur les... on pense que ça va monter à 3 5 10 15 20 Moi, mes projections pour cette année, c'est à peu près à 25 que ça va monter pour 2015. Ça, c'est gros. Et ça veut dire qu'à peu près en 2018, on va avoir plus qu'à peu près 20 000 trips que ça continue comme ça, à 20 ou 25 par année. Je ne pense pas que ça va aller si en haut que ça. Je pense que ça va stabiliser à l'entour de 12 000 à 15 000 personnes dans ce temps-là. L'affaire, c'est toujours beaucoup de l'argent. C'est important qu'on regarde ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai pris un questionnaire en travaillant avec la ville de Dieppe, avec Luc et son office. On a envoyé ce questionnaire-ci à toutes les personnes qui s'en servent du service. Et ils ont de ça, écoutez, les réponses que j'ai eues de les autres, c'est que plus que 80 des autres sont satisfaits ou très satisfaits du service. Fait que le service qu'on donne à Dieppe ici, c'est un service que moi j'appelle un service Cadillac. C'est un service fantastique. Et c'est ça qu'ils m'ont dit. On aime le service, on apprécie beaucoup, beaucoup ce service-ci. On s'en sert, puis on sait que ça coûte de l'argent, mais on a besoin beaucoup. Ils sont très, très satisfaits de ça. En plus, c'est qu'on l'a vu, c'est que depuis 2011, de l'autre questionnaire en 2011, c'est qu'on a eu une baisse de satisfaction de 5 à 12 dans 6 areas. La discrétion du personnel, les frais du service, la fiabilité du service, la disponibilité du service, propriété des véhicules, sécurité des véhicules aussi. Il y a une couple de notes que je veux dire de ça. Oui, ça a baissé de 5 à 12 mais en 2011, les personnes qui sont très satisfaites ou très satisfaites, c'était à 92 à 95 Aujourd'hui, c'est toujours au-dessus de 80 Fait que oui, on a baissé un peu dans ces areas ici, mais on est toujours plus que 80 satisfaits ou très satisfaits. Et plus, je veux dire que c'est quand le questionnaire a été fait, c'était quand on changeait du fournisseur l'année passée. Fait que des questions du vieux fournisseur, leur changement au nouveau. C'est pas ça ne reflète pas nécessairement le service du fournisseur qu'on a aujourd'hui actuel. L'autre affaire que je veux faire, c'est que je m'en vais vous faire une comparaison. Pour faire ça ici, premièrement, je vous donne une comparaison avec la ville de Moncton et la ville de Riverview.
Et vous avez tous les chiffres devant vous dans mon rapport, le sommaire de le rapport final que j'ai envoyé à Luc. Mais à place de vous donner les numéros, je fais ça plus facile. La couleur verte, c'est le meilleur service. La couleur jaune, c'est le deuxième. Et la couleur rouge, c'est le troisième. Quand on regarde les trois villes, on regarde la population et aussi les voyages par année. On voit que la ville de Dieppe donne autant de voyages que la ville de Moncton, mais en même temps, on a juste un tiers de la population que ce que la ville de Moncton a. On regarde aussi à ça et on dit dans les frais, c'est le meilleur frais, c'est la ville de Moncton, puis ils sont un petit peu plus cheap les autres, pas par beaucoup, mais un petit peu plus cheap. Mais il faut qu'on pense à ça parce qu'ils ne donnent pas le même service que ce qu'on donne à Dieppe. Les services à Moncton, les Ability Transit, ils ne vont pas porte à porte. La ville de Dieppe, on prend la personne, qui ont besoin de l'aide à leur porte, on les embarque dans le véhicule, on les amène à leur appointement, on les aide à débarquer, on l'emporte à la porte prochaine aussi. Ils ne font pas ça, la ville de Moncton, avec l'Ability Transit. Fait que qu'on pense à ça aussi. Le service est mieux que ce que c'est à la ville de Moncton. Le système de réservation, c'est 24 heures en avance pour toutes les communautés. C'est tout pareil, ils sont tous très bons. Les heures de service, Dieppe, c'est en deuxième place, juste parce que les fournisseurs de la ville de Moncton, ils mettent les mêmes heures que Kodiak Transport. Les autres, ils ont plus d'heures que ce que nous autres on fournit. Mais pour ce que nous autres, on s'en fournit ici, c'est très, très bon aussi. Fait qu'on est en deuxième place là. Review est en troisième place parce qu'ils ne donnent pas de service le dimanche. Annulation, c'est toutes 24 heures, sont toutes très bons. Aide du conducteur, Moncton, ils n'ont pas d'aide du conducteur pour aller porte à porte. Nous autres, on l'a ici. Les sources de revenus, toutes très bons aussi. Les critères d'admissibilité, c'est Dieppe et Moncton qui sont très bons. La ville de Riverview, c'est juste un service seulement pour les personnes en des fauteuils roulants ou venant des scooters. Nous autres, on ne fait pas ça ici. Nous autres, c'est pour les personnes âgées et les personnes qui ont une incapacité. Fait que ce qu'on regarde juste ça en couleur, le service de Dieppe, c'est le meilleur service des trois villes. C'est ça à prendre ici. Ça, c'est une chose. Après ça, j'ai regardé d'autres communautés au Canada, 42 communautés, pour à peu près la même population, essayer la plupart de la même population. Et ce que j'ai trouvé, c'est, je vais vous présenter les résultats des 5 communautés qui sont les plus proches de la ville de Dieppe. Sur la population pour les sortes de services. OK. Dieppe, sur cette slide ici, c'est le côté droit. Et la population, 23 000 en 2011. Et on peut voir que de tous ces services-là, il y a 2 communautés au Nouvelle-Écosse, Yarmouth et Pictou County. 2 communautés Ontario, Cornwall et Stratford. Puis après ça, il y a une communauté à Rivière-du-Loup, Québec. Dieppe, ici, se place très bien entre ces 5 communautés ici. Très, très bien. Sur les frais, on y est en deuxième place. Réservation, deuxième place, il n'y a pas de problème là. La Rivière-du-Loup est un petit peu meilleure que nous autres là, parce que les autres prennent ça jusqu'à 1 heure avant que quelqu'un ait besoin. Pour les heures de service, Dieppe encore sont meilleurs pour les heures de service contre les autres. Les autres, ils n'offrent pas du service dans le dimanche. Et aussi au Québec, beaucoup de fois, c'est juste lundi à vendredi pour le service de transport adapté. Nous autres, on l'a le samedi, on l'a le dimanche ici aussi. Fait qu'on a le service ici pour les heures, c'est mieux. L'annulation, les autres sont mieux que ceux que nous autres ont. Nous autres, c'est juste 24 heures. Les autres, c'est 1 heure jusqu'à 12 heures d'avance de notice. Aide du conducteur, tout bien. Les sources de revenus, nous autres, on est en 3e place. Ça, ce n'est pas parce que la Ville ne donne pas assez d'argent au service du transport adapté ici de la Ville de Dieppe. La Ville de Dieppe, il donne assez de fonds. C'est parce que dans les autres provinces, la province donne de l'argent pour s'en servir du transport adapté. Au Québec, c'est la province de Québec qui donne 65% des frais, des coûts pour fournir ce service aux municipalités. 65%. Ça, c'est de gros argent. On n'a pas ça ici au Nouveau-Brunswick. En Ontario aussi, il y a des programmes du gouvernement provincial, la même chose, qui donnent de l'argent pour se fournir des services, mais ce n'est pas 65%, c'est plus petit. Puis c'est la même chose en Nouvelle-Écosse. Ça, ce n'est pas la faute de la Ville de Dieppe. Ça, il faut qu'on engage la province ici au Nouveau-Brunswick. Quand on regarde tout ça, la Ville de Dieppe se place très, très bien pour le service qu'il donne. Ça ne veut pas dire qu'on a tout parfait, mais pour ce qu'on offre ici, on a un très bon service.
Quoi faire maintenant? Il sait qu'on va aller au futur. Ben, une affaire, c'est il faut qu'on regarde la situation régionale et provinciale. Kodiak Transpo. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, sur le questionnaire, c'est quand j'ai fait des entrevues, des focus groups avec des personnes aussi, ils m'ont dit on s'en servira du Kodiak Transpo, mais ils n'ont pas les autobus accessibles. Les 4 routes qui viennent à Moncton, ici, ils n'ont pas les low floor bus pour baisser. Pourquoi? Une bonne question. Aussi, il n'y a pas des routes qui ne sont pas assez accessibles aussi, les routes. Il faut qu'ils marchent 3 blocs ou 5 blocs. Ça, c'est plus de difficultés, spécialement dans l'hiver. On a besoin aussi de changements, peut-être des changements de route possibles, mais aussi on a besoin, il faut qu'on engage la province aussi. Il faut qu'on se mette avec les autres villes au Nouveau-Brunswick, qu'on engage la province, puis on essaie d'avoir une stratégie de transport adapté dans cette province ici. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est une chose. Deuxième affaire, on devrait changer les priorités du transport adapté qu'on a ici. Maintenant, la priorité pour la santé, pour les appointements médicaux, c'est la 3e priorité. On devrait monter ça à la 2e priorité. Maintenant, ce qu'on voit, ça, c'est l'ouvrage, loisirs, l'ouvrage, études, santé médicale, puis après ça, loisirs, on devrait élever les appointements médicaux jusqu'à la 2e. 3e chose, on devrait clarifier et mieux communiquer les critères d'admissibilité. Les personnes que j'ai parlé, puis les personnes que j'ai été les centres de personnes âgées aussi pour les parler. Il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas compléter le questionnaire, puis ils m'ont appelé, fait que j'ai monté ici, puis je me suis assis avec les autres pour les remplir, puis tout ça, pour les donner un coup de main. Puis ils m'ont dit que quand ils sont signés pour le service, ils ne connaissaient pas ce que c'était les critères d'admissibilité, puis ils ont juste appelé la ville, puis la ville a pris ça, puis ils les ont tous mis en correct pour les autres. Fait qu'on devrait clarifier ça et plus communiquer ça. Puis pour ça, on peut faire ça par un guide d'usagers et aussi sur le site web de la ville aussi. Pour les demandes de services, ça c'est une chose. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils voulaient avoir plus d'heures de service. Moi, je dis non. Pas pourquoi c'est qu'on donne plus d'heures de service. On devrait le garder à la même heure que ce qu'on a aujourd'hui. Une autre affaire, c'est pour, puis je m'en vais parler un petit peu plus de ça dans une minute. On devrait continuer avec le service de réservation puis d'annulation qu'on a maintenant, 24 heures. Ça marche très bien. Continuerons avec ça. On devrait ajouter un système pour faire des appointements sur l'Internet. Ça va devenir plus important au futur. On devrait pouvoir faire des appointements jusqu'à 6 mois en avance. Continuer avec la même politique de temps pour l'attente. Le conducteur attend 5 minutes, puis les personnes, il faut que ça ait près de 15 minutes en avance. Mais on devrait aussi enregistrer les soignants qui travaillent maintenant gratuits. Ça, c'est une chose que les d'autres villes qui font, c'est une chose que c'est important. Bon, là, je retourne aux heures de service. Moi, je ne dis pas de changement. Je sais qu'il y en a qui veulent avoir plus de changements, spécialement sur le jeudi et les vendredis soirs. Pour ce qu'on donne, pour les coûts, ce qu'on a, je pense que le service est très, très bon. Puis on a pas mal plus gros que toutes les communautés que moi j'ai étudiées à Nouvelle-Écosse. J'en ai étudié à peu près 20 à Nouvelle-Écosse. Les heures sont meilleures ici à la ville de Dieppe, sont meilleures pour beaucoup de communautés au Québec aussi. Ce qu'on devrait faire, par exemple, c'est faire une étude de faisabilité des services de transit accessibles désignés seulement pour les appointements médicaux ou santé et aussi pour des événements spéciaux aussi. On devrait continuer avec un système de surveillance, un questionnaire, un groupe de discussion aussi à chaque 2 ou 3 ans pour savoir, pour mesurer comment notre service est. Ça, c'est important. Parce qu'on veut savoir quoi faire au futur, il faut qu'on sait ce qu'on fait bon aujourd'hui, puis il faut qu'on change. On a besoin de l'éducation aussi, en 2 places, pour les conducteurs et pour les usagers. Les conducteurs, sur la sensibilisation aux besoins des personnes avec une incapacité. Comment se travailler avec une personne qui est aveugle, comment se travailler avec une personne qui est dans un fauteuil roulant. On peut faire ça, un programme comme ça, avec des groupes dans la communauté. Et aussi, pour les conducteurs, un cours en conduite défensive, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça. Ça, c'est très important aux personnes. Pour les usagers, ils ont besoin d'informations qu'aussi que le conducteur peut faire et qu'il ne peut pas faire aussi. Des fois, on pense qu'ils veulent trop avoir, fait que c'est mieux de clarifier ça. Ils ont besoin de plus de statistiques
il sait que le monde va pour quelle raison aussi. On a un peu maintenant, mais pas assez pour faire des changements pour aller au futur. Il sait qu'un quel bâtisse qui va dans quelle adresse. Si comme moi, je pourrais prendre ça et mettre ça sur une map, une carte, je pourrais peut-être faire plus de recommandations pour faire des changements pour s'en aller au futur, comment s'en aller. Et une chose, c'est la viabilité du système du transport adapté. On peut continuer à faire des allocutions budgétaires annuelles pour une augmentation des coûts. Est-ce que ça se monte à 202 000 $, c'est bon, 250 000 $, c'est bon, on fait ça dans le budget. Mais on a besoin aussi peut-être d'accorder d'autres choix à faire. Puis je pense que c'est important à faire ça. Et ça, on y en a beaucoup. On peut s'en parler de changer les critères d'admissibilité. On devrait-tu s'en aller comme le système que la ville de Riverview a fait, seulement faire ça pour les personnes dans les fauteuils roulants ou dans les scooters? Je souhaite que non, moi. Vous pouvez me demander pourquoi dans une minute. On peut réduire les heures de service. Moi, je dis non. Je pense qu'on a des bons heures. Je pense qu'on peut regarder dans les autres places pour faire ça. On augmente les tarifs pour les passagers dans tous les domaines? Ou non, on fait un système où on n'a plus de zones? Maintenant, le Dieppe Nord, Dieppe Sud, puis Moncton Nord, Moncton Sud, on change tout ça pour faire d'autres zones. Puis, si que je peux avoir sur une carte exactement ce que le monde va, peut-être je peux faire des recommandations sur ça. Ou non, on fait une chose, une combinaison de choses ensemble de ça. Après, j'ai juste... là, OK. On a besoin de meilleures statistiques aussi. Et on a besoin de regarder pour étudier les autres systèmes de gouvernance, parce que c'est quand on regarde ça, il y en a les autres communautés qui ont fait des contrats, la ville avec une ferme privée, comme la ville de Dieppe qui fait. Des fois, c'est le gouvernement qui fournit tous les services, comme la ville de Fredericton. Des fois, c'est des organismes à but non lucratif, comme à Moncton ou Rivière-du-Loup. Des fois, c'est des co-ops, comme Colchester County ou en Nouvelle-Écosse. Et d'autres fois, c'est des community boards, là, comme à Rimouski et à Drummondville au Québec. Quel système de gouvernance est mieux? C'est les avantages ou désavantages. Peut-être que notre système est le meilleur. Je ne sais pas maintenant. J'ai besoin de plus de recherche sur ça pour vous dire. Et en dernier, merci et vos questions aussi. Alors, merci, M. Lévesque. Question de la part des membres du Conseil. Conseillère Dallaire. Merci, M. le maire. Merci pour la présentation. Je crois que ça va nous permettre de faire des décisions plus informées, avoir une base d'informations. Merci. Je me demandais pourquoi, une statistique m'a surprise, c'est... As-tu dit que l'achalandage, la nécessité du service l'an prochain va augmenter de 25 %? Oui, on est déjà, je m'en vais reculer à ça. Puis, oui, peux-tu expliquer pourquoi il y a 25 % de plus de gens qui vont avoir besoin du service l'an prochain que cette année? C'est une bonne question. Bon, c'est cette slide ici, là. Les statistiques de 2014, c'était un changement le service de fournisseur. Fait que ça, on ne peut pas trop se fier sur ces statistiques-là. Fait que moi, j'étais sur 2013. Puis, ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, on s'est déjà rendu au-dessus de 5 000 trips aujourd'hui, à la fin du mois de juillet. Puis, dans 2013, on va à 9 500. Fait que, les personnes, ils savent plus que les services s'en servent, ils savent plus que les services, c'est un bon service aussi. On a plus de demandes, on a plus des personnes avec des incapacités. Une affaire que moi, je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas assez de statistiques, c'est que je saurais, il sait qu'ils vont directement à quelle location. Et je pourrais plus vous répondre à votre question, pourquoi c'est qu'on a plus de rides cette année. OK. Alors, si je comprends bien, c'est pas qu'on a 25 % plus de gens qui utilisent le service, c'est qu'on a 25 % plus de demandes pour la fréquence. C'était bien les mêmes montants de personnes qui l'utilisent plus fréquemment, c'est ça? Oui, parce que quand moi j'ai envoyé le questionnaire, je l'avais envoyé à 352 personnes qui sont enregistrées pour le service. En voyant ça, en parlant avec d'autres personnes,
su des... Identifier d'autres personnes? Ou? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en avait beaucoup, en français, je ne sais pas le mot que je cherche pour les nursing homes, là. OK, foyer de soins. Les foyers de soins, merci beaucoup. Ils m'ont appelé, puis j'ai été les parler en personne, puis ils m'ont dit, Mario, tu as envoyé des questionnaires à des personnes qui sont mortes. Ou bien qui ont déménagé à une autre place, une autre province, ou à une autre place. Fait que j'ai pris tous ces noms-là, j'ai donné ça à la ville, et puis ça, les autres, ils ont arrangé leur liste. Fait que là, on est baissé jusqu'à, je pense, les 300... Il y en avait 42, je pense, qu'on a trouvé comme ça, puis je pense que la liste des personnes enregistrées, c'est juste au-dessus de 300 maintenant. Fait que c'est pas qu'on a plus de personnes, on a de moitié des personnes de la ville de Moncton, parce que la ville de Moncton, c'est 550 personnes à peu près. Nous autres, on a à peu près 320, quelque chose comme ça. Faudrait, je regarderai le chiffre exactement, mais c'est qu'ils s'en servent plus du service. Ah. Okay. Puis, Monsieur le maire, si tu me permets une autre question. Une chose qui m'intéresserait de savoir, puis c'est probablement au-delà du scope de ton étude cette fois-ci, mais c'était de voir une comparaison de ce qu'on offre tout de suite, qui est vraiment de porte-à-porte, versus ce que Moncton offre, qui est un service adapté, mais qui n'est pas nécessairement de porte-à-porte. Puis d'avoir tes réactions par rapport à ça, c'est-tu essentiel d'avoir de porte-à-porte? Si oui, pourquoi? Puis, si il y aurait une comparaison de coûts, qu'est-ce que ça serait pour la ville de Dieppe d'offrir un service adapté qui ne serait pas nécessairement porte-à-porte versus faire comme la ville de Moncton, puis ça serait que ça s'est livré au niveau de la communauté? Pour répondre pour le service porte-à-porte ou pas porte-à-porte, je vais vous donner un exemple de quelqu'un que j'ai fait une entrevue avec les autres qui m'a expliqué. Il m'a dit, Mario, c'est important qu'on ait un service porte-à-porte ici parce qu'il y a une chose. Si quelqu'un me lâche à la porte ici, je saute le véhicule, je me rends à la porte, je pousse le piton qui rouvre la porte pour moi. C'est l'hiver, 20 sous euros. La personne, quand moi je débarque du véhicule, il s'en va, lui. Moi, je m'en vais avec ma fauteuil roulant, je me roule là, je pousse le piton est cassé. Il ne marche pas. Ou bien qu'il est gelé. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a personne alentour. Peut-être bien, je vais attendre 20 minutes dehors. Il fait la frette. Qu'est-ce que j'ai? Si que j'ai quelqu'un là, le conducteur qui vient à la porte, il peut essayer. Si que ça ne marche pas, il peut ouvrir la porte pour moi. Il peut m'aider pour rentrer. Ça, tant que moi, porte à porte, c'est très, très important pour ça. Comparé à la ville de Moncton pour l'Ability Transit, l'année passée, en 2014, la ville de Moncton a dépensé 636 000 et quelques dollars que ça les a coûté pour l'Ability Transit. Okay, c'est ça que l'organisme à but non lucratif à Moncton qui a dépensé. Sous ce montant-là, 470 000 et quelques dollars est venu directement de la ville de Moncton. Puis le restant de montant, c'est venu des différentes poches qui ont pris. Ils dépensent 2 fois l'argent, c'est 3 fois l'argent que les autres ont fait, puis nous autres, on fait les mêmes rides que les autres. On a un service ici, on a beaucoup du, ce que moi j'appellerais en dirant en anglais, good bang for the dollar. On a un bon retour sur notre investissement. Oui, parfait, merci. Merci. Ouais. OK. Merci pour la clarification. Merci. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Alors, on est bien content de vous voir ici ce soir, Monsieur Mario. Sur 2 questions, Monsieur le maire, je voudrais justement laisser savoir que le comité consultatif sur l'accessibilité a reçu des visites à la part du professeur Lévesque et nous avons été capables de voir le développement du projet au fur et à mesure. C'est quelque chose qu'on tient à vouloir reconnaître et maintenant on a pu, avec cette étude, se donner un genre de benchmark. Alors avec ces données-là, on va voir en allant de l'avant qu'est-ce que c'est qu'on doit continuer à faire et une des recommandations qu'on a encore ce soir reçues de la part de M. Mario, c'est que à tous les 2 ans, 3 ans peut-être au maximum, on devrait revisiter nos données, on devrait revisiter la qualité du service à la clientèle. Il a aussi fait mention qu'il y a différentes formules qui existent. Une des choses que je vais poser comme question, puis c'est comme on dirait
Je suis seulement le messager, alors soyez doux sur moi. C'est qu'on parle toujours des résidents et des personnes qui sont enregistrées avec la municipalité, mais je soulève le point qui m'a été mentionné par quelqu'un. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un de l'extérieur se trouve à être en visite, mais son séjour pourrait être quelques mois, et l'individu a des besoins particuliers de son endroit de résidence permanent, il a accès, je devrais dire, à ce service. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez vu dans d'autres municipalités où il y a des permis temporaires? Et là, quand on parle de résident, tu peux être résident comme un invité chez quelqu'un, comme que tu peux l'être, et c'est certain qu'il y a certaines choses qui s'associent avec personne qui est permanent comme résident, puis quelqu'un qui en visite. Mais avez-vous vu dans certaines des études des clauses qui permettaient à des visiteurs temporaires, ou des résidents temporaires, je devrais dire, qui ont accès à des services? Oui, j'en ai vu à d'autres communautés, oui, certains. À peu près un tiers des communautés, c'est normal d'avoir ça. Quelqu'un qui est un visiteur à la communauté, il peut s'en servir du service et il paye les mêmes frais pour s'en servir aussi. Et ça, c'est une bonne question parce que quand moi j'ai fait le questionnaire, j'ai demandé directement les personnes qui s'en servent du service qu'est-ce que devrait être les critères d'admissibilité. Puis une de ces affaires-là, c'était les personnes qui sont des visiteurs ou les personnes qui ont une incapacité saisonnale, peut-être juste pour l'hiver, mais pas l'été. Ils sont OK l'été. Et ils voulaient tout voir, ils disaient oui, ils peuvent tout s'en servir. C'est incroyable à voir comment inclusif que les autres sont dans leur réponse. Puis maintenant, nous autres, on essaie de faire ça moins inclusif toujours. Mais il faut qu'on pense à ça dans des manières différentes pour s'en faire de ça. Mais oui, ça lié commun. Okay. Merci. Merci, M. le maire. Merci, M. le conseiller Béliveau. D'autres questions de la part des membres du conseil? M. le conseiller Godette. Oui, je note la stabilité montante des voyages à Dieppe ou à l'intérieur de la ville. Quelle explication là, ou comment vous interprétez que ceux-là montent et que les autres descendent? Est-ce que c'est les services disponibles ou est-ce qu'il y avait une explication pour ça? Pas encore. Je ne peux pas dire parce que je ne sais pas exactement les adresses qui vont. La seule affaire que moi je sais, c'est qu'il y en a plus qui vont pour les services de santé, les services médicaux à Dieppe en 2015. Ça a monté beaucoup, puis il y en a moins qui vont à Moncton pour ça. Fait que ça, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y a un nouveau docteur qui a ouvert un office ou non, qu'il y a un nouveau dentiste ou quelque chose d'autre, un nouveau service chiropracteur, quelque chose qui est venu à Dieppe. Je ne sais pas, mais plus qu'ils peuvent venir à Dieppe, c'est mieux. Dans cette manière-là. C'est pour ça que j'ai besoin plus de statistiques sur ça pour voir ce qui se passe là. Je serais porté à penser que nos cliniques nouvelles dans les pharmacies, là, les deux qui sont ouvertes dans les 2 dernières années, c'est probablement une piste à suivre, mais je serais curieux d'avoir confirmation de ça. OK, je m'en vais suivre ça. Merci. Merci pour votre présentation, M. Lévesque. Comme vous voyez, il y a un très haut niveau d'intérêt de la part du conseil municipal dans ce dossier-là. Alors, merci pour votre travail, puis je pense que ça va aider à nous guider, comme ça a déjà été mentionné. M. Richard, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, merci Mario. Peut-être juste pour conclure, c'est qu'à l'habitude, quand vous avez des genres de comités consultatifs qui travaillent dans certains secteurs, vous demandez parfois qu'ils revoient ces rapports-là. Donc, si c'est dans votre intention, évidemment, le comité consultatif de l'accessibilité serait le comité. Donc, vous nous donnez une directive là-dessus. Puis, parce qu'il avait quand même été impliqué jusqu'à date avec M. Béliveau. Donc, eux autres n'ont pas reçu encore le rapport comme tel parce qu'il est déposé au conseil municipal, mais le comité avait travaillé avec Mario tout au long de l'étude, comme M. Béliveau l'avait mentionné. Donc, si vous voulez une recommandation formelle de ce comité-là en termes de qu'est-ce que la Ville devrait faire, là, particulièrement sur les critères d'admissibilité qui étaient un peu la balise, ça serait la prochaine étape. Normalement, quand le Conseil demande pour un rapport, c'est pour qu'il y ait des actions de prise, soit d'un côté ou de l'autre. Alors, évidemment, il va sans dire que
le comité du conseiller Béliveau devrait en faire une revue et puis, si nécessaire, de faire des recommandations au conseil municipal. Merci. Merci bien. Alors, prochaine présentation sur les changements climatiques. Alors, bonsoir, Mme Spencer. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour vous donner une mise à jour sur le plan d'action à l'adaptation au changement climatique à la ville de Dieppe. Donc, comme vous le savez, il y a quelques années, la ville de Dieppe avait participé à une étude régionale sur le risque d'inondation de la rivière Petitcodiac dû au changement climatique. Et depuis ce temps, la ville a mis sur pied un comité d'adaptation et un plan d'adaptation relié au débordement de la rivière Petitcodiac fut adopté par le Conseil en 2014. Le comité a aussi établi un plan d'action sur les changements climatiques en général. Donc, c'est de ça que je vais vous donner une mise à jour ce soir sur ce plan d'action-là. Donc, le plan d'action comprend 7 axes. Donc, la participation publique, les mesures d'urgence, la réglementation, amélioration physique, recherche et planification, partenariat et suivi continu. Alors, on va procéder avec la première axe qui est la participation publique. Donc, sous le volet environnement du site web de la Ville, on peut retrouver une copie du plan d'adaptation au changement climatique, les cartes des zones à risque, ainsi que le sommaire du dernier rapport de la firme EMEC qui était intitulé « Approche pour la protection contre les inondations » en réponse au changement climatique. Donc, suite à ces documents-là, des lettres avaient été envoyées aux propriétaires qui appartenaient des terrains dans les zones à risque d'inondation pour les inviter à des réunions publiques qui ont eu lieu au mois d'avril. Pendant ces réunions publiques-là, on a présenté les cartes à zone de risque et on a tenté de répondre aux questions et aux inquiétudes des gens par rapport à l'information présentée. On a eu à peu près une cinquantaine de personnes qui se sont présentées les 2 soirs. Et on a aussi fait des sondages auprès d'eux autres au début puis à la fin de la soirée pour voir leur niveau d'intérêt, aussi leur niveau de satisfaction. Et les gens semblaient avoir profité de l'information qui leur avait été présentée. Donc, au mois de mai dernier, l'expert conseil EMEC a présenté les recommandations de son rapport, l'approche pour la protection contre les inondations. Et suite à sa présentation, le service de planification avait aussi présenté leurs recommandations par rapport à la révision du plan municipal et l'arrêté de zonage. Pour ce qui est des mesures d'urgence, le service d'incendie est en train de se préparer pour un exercice de table qui va avoir lieu à l'automne. Puis suite à cet exercice de table-là, les résultats pourront être utilisés pour modifier le plan d'urgence au besoin. Pour ce qui est de la réglementation, suite à de nombreuses discussions avec les membres du comité et aussi suite aux recommandations du rapport EMEC, le comité a élaboré des changements proposés. Donc, entre autres, c'est d'une nouvelle hauteur minimale pour les nouvelles constructions. Donc, pour un bâtiment de vocation résidentielle, le bâtiment et le garage, on recommande que ce soit une nouvelle élévation de 10,5 mètres. Ceci se compare à 8,5 pour certains secteurs aujourd'hui. Pour ce qui est des autres usages, tels que le commercial, on recommande une élévation minimale de 9,25. Et ces changements-là, ils ont été présentés au Conseil lors de la révision du plan municipal qui a débuté en juin, puis si tout va bien, ils seront adoptés en novembre cette année. Donc, pour les améliorations physiques, le secteur ingénierie a développé des recommandations
Et ceux-ci seraient pris en considération lors des révisions des normes et devis municipaux pour la conception de nouveaux projets. Aussi, les impacts aux infrastructures existantes ont été identifiés. Donc, on a compilé des inventaires pour les routes, pour les égouts pluviaux et sanitaires, pour les ponceaux, les sentiers, et aussi de la cartographie pour pouvoir facilement identifier ces infrastructures-là. Donc, les recommandations qui ont été apportées seraient prises en considération lors des nouveaux projets. Donc, par exemple, lors d'un projet de reconstruction de route, on pourrait prendre en considération si on doit élever cette route-là à cause des changements climatiques. Pour ce qui est de la recherche et la planification, le rapport EMEC qui a été présenté au mois de mai a identifié plusieurs recommandations, dont la plupart incluaient élever l'élévation des digues existantes. Donc, le comité a décidé de recommander de commencer avec la section 4 à Fox Creek, vu les problèmes récents dans cette région-là. Et on a reçu une offre de service de la firme EMEC qui sera portée pour approbation au Conseil la semaine prochaine. Alors, comme comité, on a passé au travers de toutes les recommandations pour assurer les suivis puis l'action, puis aussi pour déterminer ce qu'il y a des demandes budgétaires à faire. Donc, que ce soit pour genre une deuxième génératrice en cas qu'il y a une urgence ou des projets de construction tels que l'élévation des digues. Alors, pour l'axe de partenariat, on attend encore quelques réponses des entreprises publiques. On a reçu de Enbridge, on attend encore de NB Power, Énergie Nouveau-Brunswick. Ils sont en train de travailler sur leur rapport tout de suite pour pouvoir nous dire si on a une inondation, c'est quoi qui va être les impacts à leurs infrastructures. On a commencé aussi des discussions avec le ministère de l'Agriculture par rapport à la gestion des digues et les impacts que celles-ci auront suite au changement climatique. Il nous reste encore à rencontrer le ministère des Transports pour voir les impacts à leurs infrastructures. Et on a eu des discussions préliminaires avec les villes de Moncton et Riverview. La ville de Moncton a fait beaucoup de travail par rapport au changement climatique, tandis que la ville de Riverview, eux autres, sont très peu affectés par les inondations de la rivière. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été accompli par le groupe. On a compilé toutes les recommandations. Ça serait un rapport SODIPE, c'est qu'on avait passé tout au travers, dont on a choisi de vous donner juste un aperçu, un sommaire ce soir. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas parlé des autres impacts, donc les vagues de froid, vagues de chaleur, tempêtes de verglas, des choses comme ça. Mais les différents secteurs ont quand même regardé aux impacts de ces événements-là et venu avec des recommandations. Alors, comme comité, on va continuer à suivre l'évolution des changements climatiques, puis assurer les suivis aux besoins. Alors, je vous remercie pour votre temps. J'espère que j'ai pu vous donner un aperçu des actions qui ont été accomplies jusqu'à date. Moi, j'ai seulement été impliquée depuis le mois d'avril, mais le comité travaille très fort, puis on fait beaucoup de travail jusqu'à date. Alors, merci. Merci. Alors, question de la part des membres du Conseil. Merci pour la mise à jour. Il semble que ça a été clair pour tout le monde. Alors, merci pour votre présentation, Mme Smith. Bonne fin de soirée. Prochain item sur la stratégie du mieux-être. Alors, Mme Babineau, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du Conseil. Je me présente, je suis Sonia Babineau, je suis agente communautaire au secteur du loisir. Je suis ici ce soir pour vous donner une mise à jour sur la stratégie du mieux-être depuis notre dernière présentation qui a eu lieu octobre dernier.
Donc, je vais passer à travers ce soir un ordre du jour. Je vais parler de l'historique, les membres du comité, la consultation qui a eu lieu, la vision, les succès en 2015, les orientations, les prochaines étapes et par la suite la période de questions. Donc, je vais commencer avec l'historique. Évidemment, Dr. Légère est venu en janvier 2014 présenter à aux membres du direction ici lors d'une rencontre de directeurs. De là, la présentation à Dr. Légère était reliée aux promotions des saines habitudes de vie, les facteurs qui influencent la santé, puis aussi la prévalence des maladies chroniques. Dr. Légère avait venu aussi faire la présentation aux membres du conseil pour un petit peu la même mise à jour en octobre dernier. Le deuxième point, depuis février 2014, il y a eu plusieurs rencontres qui ont eu lieu pour développer ou travailler sur une stratégie du mieux-être. De plus, il y a une consultation du mieux-être qui a eu lieu le 1er juin, donc je vais vous parler un petit peu plus tard. Je vais passer à travers les membres du comité. Dr. Yves Légère est médecin hygiéniste régional de la santé publique de la région Est. Madame Joanne Thériault est diététiste pour le réseau de santé vitalité de la santé publique. Madame Thériault est ici ce soir, peut-être juste nous signaler. Elle a travaillé énormément avec Madame Thériault durant les dernières années. Puis aussi Isabelle Darfo, qui est infirmière du réseau de santé vitalité de la santé publique aussi, est avec nous ce soir. Isabelle. Bonsoir. Puis Mathieu Landry est conseiller régional en mieux-être au ministère du Développement social. Raymond Bourg, qui est chef de direction de service à la communauté. Annie Duguay, directrice au service des communications. Martine Savoie est avec nous aussi ce soir, qui est directrice du service des ressources humaines. Puis Alexandre Girard, qui est urbaniste des services de planification et développement. Et moi-même, je siège sur le comité. Je vais vous parler un petit peu de la consultation. Donc, il y a eu un groupe de discussion qui a eu lieu en juin 2015. La discussion a été animée par Marc Leblanc, expert conseil. À cette session-là, il y a eu 13 participants qui provenaient d'organismes ou d'entreprises qui pourraient jouer un rôle de la stratégie du mieux-être de la municipalité. La présentation ou la soirée en soi-même, Dr. Légère était présent pour faire une mise à jour des facteurs de la santé et moi-même, j'ai fait une mini-présentation sur les historiques et les choses qui ont eu lieu. Suite à ça, moi-même et Dr. Légère, on a quitté et par la suite, M. Leblanc a animé la session de discussion. Pour les raisons de confidentialité, on n'a pas nommé les 13 participants, évidemment, qui ont été consultés, mais c'était des participants qui représentaient des groupes communautaires et des entreprises de la municipalité. Par la suite, on a eu le rapport de la consultation. Le rapport a été remis aux membres du comité. On a eu quelques rencontres à ce sujet-là. Puis, la stratégie, on a fait des petites modifications. Puis, il y a aussi un plan d'action qui a été remis. Suite à ça, qu'est-ce qui est sorti un petit peu de la stratégie? On a établi une vision. La vision, c'est les résidents de la municipalité de Dieppe endossent et pratiquent de saines habitudes de vie, ce qui contribue au développement et au maintien d'une communauté saine et vibrante. La ville de Dieppe désire créer un environnement favorisant des choix alimentaires plus sains et une vie plus active de ses résidents. Depuis la présentation de Dr. Légère, il y a eu quand même des succès, des petits projets à laquelle on a travaillé. Un des premiers, c'est promouvoir une alimentation saine dans les programmes et dans les activités. En 2014 et en 2015, Mme Thériault a créé un guide pour nos étudiants qui font les achats de collations, aussi les achats de barbecue, etc. Ce guide-là a été utilisé en 2014. Par la suite, les étudiants qui l'ont utilisé ont participé à quelques rencontres avec Mme Thériault pour la modifier, la rendre un meilleur outil. Suite à cela, en 2014 et en 2015, Mme Thériault s'est présentée sur place et a fait une formation à nos étudiants de comment mieux les éduquer dans les achats de collations et de nourriture saine qui sont dans nos programmes offerts. On a utilisé ce guide-là avec les étudiants qui travaillent à notre service pour les programmes du camp d'été, pour le programme de Renardi amusant, puis aussi pour le programme d'intersocial. On continue à l'utiliser, puis on continue aussi à l'améliorer à chaque saison.
Le deuxième, c'est promouvoir une alimentation saine dans les événements publics. En 2014, au Mercredi Chaud, il y avait un kiosque santé qui était disponible sur les lieux. De plus, lors de nos barbecues communautaires, c'est certain, on continue à faire le barbecue, mais avec la guidance de Mme Thériault, elle nous a avisé que c'était correct avoir le hot dog, mais on l'accompagne d'eau, jus, fruits, yogourt. Ça fait que depuis 2014, c'est ça qu'on fait lors de nos barbecues communautaires pour ceux qui ont participé. Aussi, à la Fête du Canada, cette année, il n'y avait pas de gâteau. On a servi du melon d'eau comme collation santé aux citoyens, puis ça a été très bien reçu. Aussi, dans les ouvertures de sentiers... Il y avait moins de dégâts sur ceux-là qui coupaient le melon d'eau que quand on coupait des gâteaux, je peux vous garantir. C'est ça. Ça fait qu'aussi dans les ouvertures de sentiers, etc., toutes les démarches, on continue à utiliser le guide qu'on a pu collaborer avec Mme Thériault, puis évidemment, nos étudiants jouent un très gros rôle dans ce travail. Le troisième succès qui est très important de mentionner, on a eu un défi de 12 semaines pour les employés. C'était du 10 mai au 1er août. On a eu 14 équipes de 4 personnes, puis 2 équipes de 5 personnes qui ont participé. Le défi avait 3 objectifs. C'était de consommer plus d'eau, de consommer plus de fruits et légumes, puis aussi de faire plus d'activités physiques, donc c'est-à-dire des pas. Le système comme tel, les équipes ont additionné leurs pas et au total, il y a eu plus de, ou leurs points qui concernaient les eaux, les fruits, les légumes et les pas. Il y a eu plus de 72 000 points qui ont été avec toute l'équipe de la ville de Dieppe. Il y a un sondage qui a été préparé. Il n'a pas encore été distribué aux employés, mais le sondage est préparé pour envoyer aux employés pour voir l'impact, s'il y a eu un impact sur leur famille, s'ils continuent, etc. Ça sera envoyé prochainement. Donc, la question des orientations. Dans le guide ou la stratégie de mieux-être qui a été préparée, il y a 6 orientations qui ont été identifiées. Donc, c'est promouvoir une saine alimentation dans les programmes, activités et réunions organisées par la ville de Dieppe, favoriser l'accessibilité à des aliments ayant une valeur nutritive dans les machines distributrices, cantines des installations municipales, promouvoir une alimentation saine dans les événements publics organisés par la ville de Dieppe, promouvoir l'activité physique lors de certains programmes et événements municipaux, aménager le territoire pour faciliter la promotion de l'activité physique, puis promouvoir une alimentation saine et une vie active auprès des employés de la municipalité. Chacune des orientations, évidemment, contient des actions. Aussi, il y a un outil de travail qui a été préparé avec un plan d'action. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? La prochaine étape, elle n'est pas indiquée là, mais la présentation ou l'adoption de la stratégie, je pense, va être à l'ordre du jour pour le 28 septembre. Je sais qu'il y avait une modification à la présentation, mais ça serait une des prochaines étapes que j'ajouterais. Ça serait l'adoption, évidemment, le 28 septembre, lundi prochain. Puis les autres prochaines étapes, c'est élaborer un guide pour l'achat des repas pour les réunions tenues par la municipalité pendant les heures de repas. Ça, il y a un comité de travail qui a été formé. Il y a eu quelques réunions avec Joanne. Il y a un guide qui est prêt. Puis c'est vraiment les personnes qui font les achats pendant les heures de repas. Suite à l'adoption, on serait prêt à le dévoiler à la municipalité. La deuxième, c'est définir la notion d'alimentation saine pour la ville de Dieppe et partager la même définition à l'interne qu'avec les partenaires dans notre municipalité. Ça fait qu'évidemment, on a l'experte, Mme Thériault, qui est là pour nous aider à définir ça avec un comité de travail qui concernera les personnes que ça implique pour déterminer l'alimentation saine pour la ville. Puis le dernier, et non le moindre, priorité, ça sera de créer un programme défi communautaire favorisant davantage l'activité physique et une saine alimentation chez les résidents de la ville de Dieppe. Ça, c'est prévu pour en 2016. Ça fait que merci beaucoup. Ça complète la mise à jour. Je ne sais pas si que vous avez des questions. Question de la part des membres du Conseil. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Je remarque les prochaines étapes et je pense que vous avait fait mention également, Mme Babineau, à savoir, c'est que nos partenaires incluent ceux qui sont installés qui se trouvent présents dans les installations municipales.
Et tout particulièrement, je vais le mentionner pour m'assurer que je comprends bien ma propre question. On parle de la cantine. Merci pour votre support en passant. La cantine qu'on a au complexe AGL, Arthur J. Leblanc. Alors, si on regarde à des partenaires et des individus qui sont partie prise de vouloir s'assurer que le tout est mis sur pied, est-ce qu'on inclurait une organisation qui n'est pas quand même sous la tutelle directe de la ville de Dieppe, mais c'est dans un building, puis c'est évidemment une organisation qu'on tient bien à cœur, qui reçoit justement les profits à la fin de l'année pour aider à défrayer leur coût d'opération. Alors, la question est, est-ce qu'eux vont être mis, comme on dirait, en garde de la nouvelle politique? C'est certain de faire partie du processus, oui. Voilà, OK. Alors, est-ce qu'ils ont déjà été consultés? Des groupes communautaires, des 13 groupes communautaires. Oui. Merci, M. le maire. Merci, M. Béliveau. Monsieur le conseiller Godette. Oui, Mme Sonia, merci bien. J'ai remarqué que vous aviez fait allusion à la fête du 1er juillet, la fête du Canada. Oui. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui cherchaient le gâteau. Est-ce que je pourrais vous faire... Mais finalement, les coupes ont à peu près toutes passé, là, avec l'aide de certains que je connais. Est-ce que je pourrais vous faire la suggestion de l'an prochain de dessiner un drapeau du Canada avec des morceaux de fruits de différentes couleurs que vous donneriez à chacun sur le moment? On pourrait certainement trouver un artiste, c'est Denis qui s'occupe de la fête du Canada, puis on avait initié ça. Ça fait que tout est possible. Je vais prendre note de ça, puis on verra pour l'année prochaine. Alors, le drapeau serait représenté, présent, puis chacun aurait son petit morceau. C'est pas moi qui pourrais le faire, c'est certain, mais je suis certain qu'il y a quelqu'un qui pourrait le dessiner. C'est juste couper les fruits puis les assembler par la couleur. Je vais prendre note, puis on jase avec Denis. Merci, M. Godette. D'autres questions de la part des membres du Conseil? Moi, j'en aurais une. Est-ce qu'il y a un lien entre le programme dont vous nous avez parlé et le programme de la ferme à l'école, qui est un programme que je sais qui est très populaire à travers le Nouveau-Brunswick, puis qui a été, dont on a parlé même au niveau national à la radio de Radio-Canada tout récemment? Moi, je n'étais pas au courant de ça. Là. Il y a peut-être un lien qui vient de plus loin, là, que je n'étais pas au courant. Dans le document, par exemple, on a ajouté l'aliment local. Vous avez sûrement vu, ça fait que peut-être que le lien se fait là. Lors des discussions, Mme Thériault et aussi Dr. Légère, de l'importance d'ajouter les aliments locaux. Ça provient peut-être de là. Mais je ne suis pas certain. Là, c'est qu'on avait ajouté. Je peux vous revenir ensuite à la... C'est qu'on avait ajouté les aliments locaux dans la présentation. Mais c'était pas plus loin que ça, je pense. C'est peut-être quelque chose à travailler, peut-être, c'est voir si on peut faire un lien avec... parce qu'évidemment, le programme de la ferme à l'école est un programme qui... oui, absolument, si vous voulez vous avancer, Mme Thériault. Est-ce que vous faites référence au réseau des cafétérias communautaires? C'est ça, oui. effectivement. Oui, oui. Donc, votre question est, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien entre le programme de stratégie de mieux-être de la municipalité et le programme de la ferme à l'école? En termes de l'implication, est-ce qu'on songe à faire un lien si on ne le fait pas? Ou, on pourrait certainement le faire. Moi, par mon travail, je suis impliquée avec le réseau des cafétérias communautaires. Je pense que vous faites allusion peut-être à l'émission Bien dans son assiette. Bien dans son assiette. C'est ça. C'est ça. Il y a certainement un lien, justement, lorsqu'on a suggéré d'ajouter aliments locaux. On a discuté de l'importance du marché à Dieppe, l'importance de, justement, les aliments locaux dans les écoles qui font partie du réseau des cafétérias communautaires, dont toutes les écoles de Dieppe. Il y a certainement un lien. Oui. Okay. Peut-être qu'on pourrait le... Le mettre plus en valeur, effectivement. Je pense que... Parce que déjà, il y a quand même 8 écoles
du réseau qui font partie du programme, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est un grand mouvement, puis on pourrait certainement y faire un lien. Je pense qu'il y aurait plus par rapport aux aliments locaux. Pour moi, il me semble que c'est un lien naturel, là, vraiment, entre le mieux-être, les écoles, les marchands, les fermiers locaux. Là, le lien, il est là, mais peut-être qu'on devrait le ressortir pour le mettre en évidence. Mettre en valeur. OK. Merci encore une fois de votre présentation. Il y a maintenant, pour les dernières présentations du Conseil, c'est les rapports des différents comités. Merci pour votre travail, puis lâchez pas. Comme vous avez vu, ce n'est pas les idées qui manquent. Je m'excuse, je ne voulais pas vous donner plus d'ouvrage, mais... Alors, du côté des comités, on a déjà entendu parler à date du comité d'accessibilité. Je ne sais pas s'il y a des choses à être ajoutées de ce côté-là. Conseiller Béliveau, excusez-moi. Je pense, Monsieur le maire, on dirait un assez stock sur la table, assez sur l'assiette pour se tient d'occuper cet automne, mais l'intention, évidemment, c'est de revenir avec des objectifs bien précis, des recommandations bien précises avec justement les détails attachés, en plus du rapport de M. Lévesque, je considère comme étant vraiment notre tombe de départ. Ouais. Elle est très stockée, comme vous avez bien constaté. Mais oui, cet automne, on va y revenir avec des précisions. Je pense qu'en particulier, il a vraiment soulevé la question des données insuffisantes qui nous permettraient de vraiment maximiser le service. Oui. Puis c'est un petit peu le principe de base puis je ne sais pas si les données sont disponibles, si ça tombe du côté privé, toute la question de confidentialité et tous ces éléments-là, là, mais ça serait quelque chose à rechercher parce que si on peut maximiser le programme sur une base quotidienne, pour être plus efficace et plus ouvert aussi, évidemment, aux gens qui se servent du programme. Merci. Et en plus, M. le maire, évidemment, si ce n'est pas quelque chose qui peut être utilisé pour les prochaines modifications du programme, ça peut être quelque chose que la recherche se continuera. Et on ne s'attend pas de revenir seulement. Je pense on recommande, on suggère que ce ne soit pas les 3 ou 4 ans qu'on amène des changements, comme qu'on les voit, comme qu'on les trouve. Puis on trouve des solutions qui sont évidemment travaillables pour les gens impliqués dans le service même. Merci. Merci à vous. Maintenant, pour le comité consultatif sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Il n'y a pas grand-chose de neuf. On est toujours à la recherche de nouveaux membres pour remplacer ceux qui ont démissionné ou qui ont terminé leur mandat. Et puis, on n'a pas eu de réunion cet été, donc c'est à remettre au mois d'octobre, probablement, qu'on va recommencer les activités. Merci. Pour le comité consultatif de l'environnement, je peux en parler brièvement. On est un peu dans la même situation que le comité consultatif sur l'égalité. On n'a pas eu de réunion cet été et on prévoit avoir une réunion au mois d'octobre. Il y en avait une de cédulée pour le mois de septembre qui a dû être cancellée, mais on va s'activer encore une fois au mois d'octobre, puis faire le lien à ce moment-là avec le programme des changements climatiques et autres programmes on l'espère, on pourra annoncer prochainement, où il y aura des bonnes nouvelles pour la communauté. Sur le comité consultatif de la francophonie, Mme Dallaire, je crois. C'est un peu la même situation que les autres comités. Le travail va recommencer cet automne. Nous autres aussi, on a fait face à des démissions, qu'il y a des postes qui sont en train de se faire combler. Même juste en prévision de tenter de trouver une date de réunion, il y en a eu une autre démission. On est en phase de rebâtissage, nous autres aussi. Okay. Merci. Alors, j'encourage tous les présidents des différents comités à s'activer et activer des gens. Il y a sûrement beaucoup de gens à Dieppe qui sont intéressés à ces choses-là. Puis c'est peut-être une chose qu'on peut circuler aussi sur nos médias sociaux pour voir s'il y a des gens qui en auraient un intérêt. Alors, c'est tout pour ce soir. Merci et bonne fin de soirée à tous.